Donc bonjour à tous, je remercie sincèrement l'Académie des sciences de m'avoir invité à réfléchir avec vous à ce thème splendide de la matière topologique. Donc comment j'ai conçu cet exposé? En fait, quand j'ai reçu l'invitation de Jean, ça a provoqué chez moi beaucoup de questions en me demandant, après tout, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la période que nous vivons en ce moment. Donc cette avalanche de papier, voilà, une réelle effervescence dans la communauté. Est-ce que c'est si nouveau que ça en physique? Eh bien, j'étais assez impressionné par le fait que quand on regarde ce qui se passait il y a 150 ans en physique, à quoi réfléchissaient les plus grands noms de la physique il y a 150 ans, à savoir Maxwell ou William Thomson, le futur Lord Kelvin, c'était précisément de savoir si la matière pouvait être expliquée en termes topologiques. Donc je ferai un petit rappel de cette histoire un peu oubliée aujourd'hui. Alors, un second thème, c'est que au XXe siècle, la mécanique quantique a contribué à renforcer ces thèmes topologiques. Alors ça s'est fait un peu sur la longue durée, mais je vais parler du monopole de Dirac, 1931, jusqu'à la phase de Berry, les années 80. Alors ça a été une montée en puissance lente mais régulière. Et effectivement, à la fin de cette période, l'effet Hall quantique est apparu comme paradigme, mais avec la beauté de l'effet Hall quantique, mais ce qui semblait aussi, au moins à mes yeux, comme une sorte de limitation. C'est-à-dire que l'effet Hall quantique était un monde enchanté qui ouvrait des portes incroyables en métrologie, par exemple, mais c'était dans des circonstances bien particulières. Voilà. Et depuis, au XXIe siècle, on a assisté effectivement à cette explosion. Alors, s'agit-il d'une révolution scientifique? Je me suis un peu posé la question. Je reviendrai à la fin de mon exposé sur cette question. Voilà. Alors, commençons sur ce qui se passait il y a 150 ans. Alors, je ne suis pas historien. Le mot topologie, apparemment, est apparu avec un essai d'un mathématicien allemand, Johann Benedict Listing, qui a été un élève de Gauss. Donc, la première fois que le mot topologie apparaît, c'est dans son livre de 1847, où l'accent est mis sur la notion d'orientation. Apparemment, il a découvert avant Möbius le ruban de Möbius et sur les nœuds. Alors, dans ces années-là, apparaissent aussi les articles de Riemann sur l'analyse complexe, les surfaces de Riemann. Mais pour les physiciens, il y a eu quelque chose apparemment extraordinaire. Ça a été le papier fondamental d'Helmholtz sur les lignes de vortex dans les fluides parfaits. Alors ça a déclenché toute une série de réflexions que je voudrais un petit peu partager. Alors au début des années 60, Listing élabore davantage ses idées dans un second livre où il généralise les idées d'Euler sur la topologie dans les graphes. Donc c'est l'ancêtre de ce que les mathématiciens appellent les nombres de Betti. Et puis au cours de la décennie, ça s'accélère. Les fragments de Gauss sur l'électromagnétisme avec la notion de nombre d'enroulement sont publiés. Et Tate, qui est un expérimentateur écossais, fait des expériences. Il a lu le papier de Helmholtz, il est tellement enthousiaste qu'il le traduit en anglais, et il fait des expériences qui produisent des anneaux de vorticité. Et du coup, William Thomson, qui voit les expériences de Tate, commence à spéculer sur un modèle d'atome à base de vortex noués. Il entraîne Maxwell dans son sillage et donc voilà. Alors comment les gens se représentaient les atomes à cette époque? Eh ben, vous voyez ces nœuds. Alors ces nœuds, il faut imaginer que à l'intérieur de ces ficelles, ce sont des filaments de vorticité. Et puis autour, il y a un fluide dont l'écoulement est sans vorticité, mais qui s'enroule autour de ces lignes de vorticité. Et comme il a été dit, la topologie est quelque chose d'un peu robuste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper ces nœuds comme ça c'était Helmholtz qui l'avait compris. Et donc, l'idée de faire des structures stables est apparue aux physiciens. Alors, la grande période, ça a été les années 60. On voit que Maxwell lui-même a été très impliqué, puisqu'il a donné une compte-rendu du livre de Listing à la London Mathematical Society. Dans son traité, Maxwell reprend les idées topologiques de Listing, les résultats de Thomson sur les flots irrotationnels et le nombre d'enroulements de Gauss. Et dans les années 70, Thomson essaye de démontrer la stabilité dynamique des configurations de vortex noués.
Bon, on peut voir une sorte d'anticipation de la théorie des cordes. Bon, ça, c'est peut-être un peu... voilà. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que des physiciens, je rappelle que Tate était un expérimentateur, a commencé à classifier les nœuds. Et donc ça, c'est des travaux qui ont été faits essentiellement par des physiciens, alors même que les fondements mathématiques de la topologie n'étaient pas encore établis. Je crois que Poincaré a largement contribué à mettre la topologie sous sa forme mathématique, mais c'était un peu plus tard. Voilà, alors ça c'est juste pour la beauté de l'illustration des tables de nœuds établies par Tate et ses collaborateurs. Et c'est seulement dans les années 20, je crois, qu'Alexander et d'autres mathématiciens travailleront avec des méthodes vraiment beaucoup plus, abstraites sur ces problèmes de classification de nœuds, Reidemeister aussi, enfin bon, voilà. Alors, je dirais que pour nous, et je m'étonne un peu de la phrase de Gamow, parce que bien que le modèle d'atome ait été abandonné suite à Mendeleïev et puis à tous les travaux sur la structure atomique, il y a quand même une filiation de ces idées venant des milieux continus. Et tout ce qu'on appelle la topologie dans les milieux continus a été très très actif au XXe siècle. Il y a les défauts dans les solides, les dislocations, les disclinaisons, les cristaux liquides, auxquels la science française a largement contribué, avec notamment Pierre-Gilles de Gennes. L'aspect donc onomotopique de la topologie a été largement représenté dans tous ces travaux sur les défauts dans les solides. Il y a eu aussi, par exemple, les monopoles dans les théories de jauge dans les années 70. Et effectivement, je dirais que pour moi, l'aboutissement de toute cette ligne de pensée, ça a été le prix Nobel 2016 autour de la transition de phase de Kosterlitz-Thouless, où là, il s'agit d'une condensation de vortex en 2 dimensions. Alors bon, là, ce sont des mots, je vais essayer de montrer deux figures. Par exemple, dans un cristal liquide nématique, vous avez un exemple à gauche de défaut topologique. Donc les molécules dans un cristal liquide sont comme des bâtonnets, mais alors ce sont des bâtonnets sans flèche, c'est ça qui est important. Et vous voyez donc un défaut au centre, et les bâtonnets s'arrangent dans une configuration topologiquement stable. Alors bon, il y a une formule mathématique, c'est ce qu'on appelle le groupe fondamental de Poincaré. Les bâtonnets, ce sont des vecteurs sans direction, donc ça vit non pas sur la sphère, mais sur la sphère où on identifie des points opposés. Et ça, il y a ce qu'on appelle un groupe fondamental non trivial. Et le schéma de droite montre ce qui se passe si on essaye de tourner ces bâtonnets dans le plan perpendiculaire au tableau. Eh bien, on va créer une ligne de fracture. Voilà, donc on ne va pas pouvoir déformer la figure sans la déchirer en quelque sorte. Donc ça, c'est l'idée de l'homotopie en topologie. Alors ça, c'est aussi une autre figure. Bon, vous voyez, j'ai tiré ça dans Wikipédia. Ce qu'on appelle un skyrmion de spin. C'est des objets qui sont très très utilisés actuellement dans l'électronique de spin et qui vont jouer un grand rôle aussi dans toute la description des phases topologiques de la matière. Donc j'y reviendrai. Gardez cette image en tête. Alors, je disais qu'au XXe siècle, bon, on a continué sur cet héritage des milieux continus qui provenait de la grande époque écossaise des années 60, la philosophie naturelle écossaise, mais la mécanique quantique donc, a donné des incarnations nouvelles à la topologie, notamment il y a tous ces effets, Aharonov-Bohm, le monopole de Dirac et la phase de Berry. Alors, l'effet Aharonov-Bohm, c'est cette expérience, il y a eu de véritables expériences. Alors, ça devrait s'appeler l'effet Ehrenberg et Sidey, puisque bon, le papier, malheureusement, d'Ehrenberg et Sidey est passé inaperçu. Il a été redécouvert par Aharonov et Bohm. Donc l'idée, vous voyez, c'est d'utiliser le fait qu'en mécanique quantique, chaque particule est associée à une onde, donc on peut faire des interférences. Et on peut imaginer qu'on envoie un électron à gauche et il va passer de part et d'autre d'un solénoïde. C'est exactement comme dans Tintin au Tibet. Il y a effectivement cette espèce de colonne et le capitaine Haddock se demande s'il doit passer à droite et à gauche. Un électron ne se pose pas ce genre de questions. Il va passer à la fois à droite et à gauche. Mais quand on met un champ magnétique au centre d'un solénoïde, alors il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'électron, classiquement, ne voit pas le champ magnétique à l'extérieur, mais quantiquement,
eh bien, l'interférence est sensible à ce champ magnétique localisé à l'intérieur du solénoïde. Alors, je m'excuse de mettre quelques formules. Donc, l'interférence est contrôlée par un déphasage qui dépend du potentiel vecteur magnétique utilisé pour représenter l'existence de ce champ magnétique. Et donc, la figure d'interférence, elle est contrôlée par le flux à l'intérieur du solénoïde, mais ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que c'est contrôlé par des constantes fondamentales. Le rapport H sur E, H étant la constante de Planck et E la charge de l'électron. Voilà, donc la mécanique quantique nous plonge, enfin c'est à la fois très concret et très très fondamental. Alors, bon, pour poursuivre dans ce... Alors chronologiquement, Dirac c'était encore plus prophétique, si je puis dire. Le monopôle de Dirac, bon, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans votre cuisine parce qu'il faut prendre un monopôle magnétique, ça n'existe pas dans la nature, enfin on pense que ça n'a pas été observé. Vous le placez au centre d'une sphère, donc vous voyez un champ magnétique radial en rouge, et vous demandez qu'est-ce qui se passe quand un électron, décrit par la mécanique quantique, se promène autour du monopôle. Alors, comme l'a remarqué Dirac, si on essaye de représenter ce champ magnétique par un potentiel vecteur, il va y avoir une singularité du potentiel vecteur, qui est représenté par la ligne bleue. Et maintenant, si on regarde la circulation de ce potentiel vecteur autour du petit circuit gamma en noir, ben, on a simplement le flux du monopôle magnétique. Par contre, si on regarde ce qui se passe pour l'électron, sa phase, la phase de la fonction d'onde a le droit de tourner d'un nombre entier de fois 2pi, 2πn, mais pour éviter que l'énergie cinétique de l'électron soit infinie, on est obligé d'avoir une compatibilité entre le flux du monopôle et le nombre de vortex de phase, d'où la quantification de Dirac du monopôle magnétique φm égale 1 entier fois φ0. Voilà, donc alors ce monopôle de Dirac aussi est un peu un paradigme pour beaucoup de choses que mes collègues vont vous expliquer dans les exposés suivants. Dernier aspect, si vous voulez, de la mécanique quantique qui va jouer un grand rôle dans tout ce qui va suivre, c'est ce qu'on appelle la phase de Berry. Alors, les physiciens ont probablement tort d'appeler ça la phase de Berry. Je me suis rendu compte, bon, simplement parce que voilà, mes travaux m'ont emmené dans cette direction, qu'il y a eu beaucoup de travaux dans les années 70 sur ce qu'on appelle la quantification géométrique. Notamment, j'ai trouvé des papiers de Bérésine, voilà, où toutes ces idées géométriques étaient parfaitement expliquées. Mais bon, c'est vrai que Berry a vraiment écrit ça dans un langage, je crois, très très parlant pour les physiciens. Donc, je resterai avec l'usage qui consiste à parler de phase de Berry. Alors, imaginez la chose suivante. Vous imaginez un spin quantique et ce spin quantique, donc, il est caractérisé par sa direction. Et puis, imaginez que vous avez un champ magnétique le long du vecteur n qu'on peut placer dans n'importe quelle direction. Donc, ce n est un paramètre. Et alors, pour chaque valeur du champ magnétique, si je vais avoir un état d'énergie minimale où le spin est le long du champ magnétique, et puis un état d'énergie maximale où le spin est opposé au champ magnétique, ce que j'appelle les états psi plus et psi moins de n. Alors, il y a quelque chose d'assez beau mathématiquement, c'est qu'il n'est pas possible de choisir une fonction d'onde psi de n qui soit partie continue sur la sphère. Ça, c'est parce que la fonction d'onde, je peux la multiplier par un facteur de phase, et ce facteur de phase devient singulier, au moins à un endroit. C'est ce que les mathématiciens appellent un fibré. Donc il faut imaginer qu'au-dessus de chaque point n vit une droite dans l'espace vectoriel complexe de dimension 1, où votre fonction d'onde, vous pouvez la multiplier par n'importe quel nombre quantique, n'importe quel nombre complexe. Voilà, donc c'est un exemple de fibré en droite. Et par contre, les projecteurs, eux, à la différence des vecteurs qui les représentent, sont lisses sur la sphère. Alors, qu'est-ce que c'est que la phase de Berry maintenant ? C'est toute l'idée des fibrés. C'est comment comparer des vecteurs qui appartiennent à des fibres différentes. Alors, il y a une manière de faire, c'est ce qu'on appelle une connexion en mathématiques. Alors, bon, là, je suis désolé, j'ai mis quand même quelques formules. Ça, c'est ce qu'on appelle la connexion de Berry. Ça revient à comparer
des fonctions d'onde prises à des endroits différents. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si je regarde ce qui se passe quand je fais, par exemple, un chemin fermé pour le champ magnétique, eh bien, ma fonction d'onde va revenir proportionnelle à elle-même, mais avec un facteur de phase qui peut se réécrire comme une fonction de l'air à l'intérieur du contour. C'est le passage à ce qu'on appelle la courbure. Hein. C'est exactement comme ça que la courbure est définie aussi en géométrie sur la sphère. Et donc, la courbure de Berry, c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important, comme je le montrerai dans un instant. Alors, l'intégrale de la courbure sur toute la sphère se trouve être un nombre entier, qu'on appelle un nombre de Chern. Alors, vous savez que peut-être qu'en mécanique quantique, le spin est soit un entier divisé par 2, mais 2 fois le spin est toujours entier. C'est ce qu'on appelle un nombre de Chern. Alors, les physiciens de la matière condensée s'intéressent à des espaces fibrés, mais non pas sur la sphère, mais sur un tore, alors, que l'on appelle la zone de Brillouin. Alors, ça, c'est tout l'édifice de la physique des solides. Quand vous avez un cristal, un électron qui se promène dans ce cristal est soumis à un potentiel périodique dû à l'existence même du cristal. Et les noyaux qui sont chargés positivement créent un potentiel périodique. Alors, bon, ça c'est une des choses frappantes de la mécanique quantique, c'est qu'une particule dans un potentiel périodique, son spectre énergétique est organisé en bandes, et ces bandes dépendent d'un paramètre continu qui est le vecteur d'onde. Et d'après De Broglie, on sait que le vecteur d'onde est relié à l'impulsion de la particule. Alors, comme on est dans un cristal, l'impulsion, elle a un caractère périodique, puisque effectivement, la symétrie de translation du cristal n'est pas la symétrie continue qui existe dans l'espace sans potentiel périodique. Donc, il se trouve que la zone de Brillouin a la topologie d'un tore. Et alors, chaque bande d'énergie donne un fibré en droite complexe sur la zone de Brillouin. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la courbure de Berry donne ce qu'on appelle un terme de vitesse anormale, qui est ici en rouge dans ces équations. Vous voyez que la vitesse, la particule, dRdt, le premier terme, c'est la vitesse de groupe, bien connue depuis les travaux de Brillouin. Et puis, le deuxième terme, c'est un terme dû à cette structure topologique du fibré au-dessus de la zone de Brillouin, associée à la structure de bande du solide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant ? Donc, je vous ai raconté des choses un petit peu abstraites, mais on vit une époque extraordinaire où tout ça peut devenir très concret. Donc, je pense que j'ai emprunté cette figure à un papier signé par Nathan Goldman, et je pense que vous en saurez beaucoup plus en écoutant l'exposé de Nathan. Alors, j'arrive à ce que j'ai annoncé comme un paradigme de l'effet Hall quantique. Alors, il y a deux nouveautés qui vont vraiment nous intéresser avec l'effet Hall quantique. Le fait d'abord que certaines observables physiques, comme la conductance de Hall, sont en fait un nombre de Chern. Alors ça valait un bout de prix Nobel. Ça, c'est un bout du prix Nobel de David Thouless. Voilà. Et puis quelque chose qui sera peut-être encore plus important pour nous, c'est, dans le cadre de ces exposés, la correspondance volume-Bohr. Alors bon, l'effet Hall quantique, gaz d'électrons bidimensionnel, en bas le champ magnétique, verticalement la résistance de Hall. Vous voyez une courbe qui, en gros, est une ligne droite, mais avec des accidents qui sont... alors, il faut prendre plutôt la courbe, effectivement, qui monte en diagonale. La deuxième courbe, c'est la résistance longitudinale, qui a un effet encore plus dramatique, mais je voudrais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les plateaux de Hall, voilà, ces plateaux comme ça. Et alors, Klaus von Klitzing, qui a reçu le prix Nobel en 1985, a remarqué que ces valeurs de la résistance de Hall sur les plateaux étaient la constante fondamentale de Planck divisée par le carré de la charge de l'électron fois une fraction, le rapport de deux nombres rationnels. Voilà. Alors, il y a plein de subtilités sur l'effet Hall quantique, mais je dirais que la manière dont on a commencé à comprendre ça en physique, c'est de dire que sous champ magnétique, les électrons occupent des états électroniques avec un spectre en énergie très particulier, ce qu'on appelle les niveaux de Landau.
Et ces niveaux de Landau, donc, voilà, il y a des sont comme une échelle régulièrement espacée. Et dans ces plateaux, on a rempli intégralement un niveau de Landau. Ce qui fait que c'est un peu comme en physique atomique, vous vous rappelez, les couches complètes, c'est particulièrement stable et c'est très, voilà. Donc ça confère à ces systèmes des propriétés extraordinaires. Donc dans ce papier très très célèbre, Thouless et ses collaborateurs ont établi que cette conductance de Hall, donc l'inverse de la résistance, E2 sur H, fois un nombre entier, qui est le nombre de Tchern porté par toutes les bandes occupées par les électrons dans le matériau. Alors ça, c'est une version d'artiste là-dessus que j'ai tiré de papier de collègues israéliens qui ont beaucoup travaillé sur ces questions. Ça, c'est le spectre électronique, donc l'énergie est horizontalement. Verticalement, vous avez le champ magnétique d'un réseau carré. Et vous voyez donc ces couleurs représentent la valeur de ces nombres de Tchern. Et les couleurs ne changent que si on traverse comment dire, un point où le gap spectral se referme. Voilà, donc d'où l'idée de robustesse topologique. Alors maintenant, ça c'est pour l'image d'un matériau, si vous voulez, infini. En réalité, il y a toujours des bords. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un matériau qui a des bords? Ça a été compris notamment par Halperin et Buttiker dans les années 80. Vous avez des courants qui passent sur les bords de l'échantillon. Alors, si vous ne mettez pas de différence de potentiel entre les deux bords, le courant total vaut 0. Mais vous voyez, si vous mettez une différence de potentiel, il y a plus d'électrons sur le bord en haut que sur le bord en bas. Et vous allez avoir un courant qui est proportionnel à la différence de potentiel fois E2 sur H fois le nombre entier d'états de bord. On retrouve la quantification. Ce qui suggère l'idée très importante d'une correspondance entre le volume et le bord. Alors dans cette figure, vous voyez, ça représente les états en énergie d'un matériau à deux dimensions où on a pris une géométrie semi-infinie. Donc on a juste une symétrie de translation parallèle au bord, d'où l'impulsion kx le long de bord. Là, vous avez des bandes d'énergie et en présence de bord, il peut se trouver des états isolés qui sont localisés près des bords. Et ce qui est très très intéressant, donc c'est ces états qui donnent le courant de Hall, comme je l'ai montré dans le transparent précédent, mais il y a un lien très précis entre ces états et le nombre de Tchern des bandes du volume. Alors pour ça, il faut définir ce qu'on appelle un indice de bord. L'indice de bord, vous voyez, là il vaut 1. Je regarde, je me place dans un gap spectral et je regarde combien il y a d'états qui coupent cette énergie. Là, j'en vois un, compté positivement parce que c'est croissant. Là, j'en ai un qui, avec compté moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, la totale vaut 0. Donc, vous voyez, avec un gap, avec un indice de bord qui vaut 1, un indice de bord qui vaut 0, et au milieu, un nombre de Tchern qui vaut 1. En fait, c'est un théorème, maintenant, qui a été démontré par Hatsugai dans un modèle sans désordre, que la différence entre les deux indices de bord des gaps spectraux au-dessus et au-dessous d'une bande est donné par le nombre de Tchern de la bande. Il y a même des généralisations mathématiquement rigoureuses aux cas désordonnés ont été données par des gens donc, de la physique mathématique appliquant les méthodes de géométrie non commutative développées notamment par Alain Kohn et reprises ensuite par Jean Bélissard. Alors j'en viens à ce qui fait vraiment l'époque actuelle, les matériaux topologiques. En quoi vivons-nous une époque tout à fait unique, je crois? C'est que on a effectivement, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un transparent important. Je dirais qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Il y a d'abord tout ce qui se rapporte au calcul quantique topologique. Ce sera plutôt l'exposé de Julia Meyer. Ce qu'on appelle la simulation quantique, avec les atomes froids entre autres, mais ce n'est pas les seuls systèmes. Nathan Goldman va en présenter des résultats notamment expérimentaux. Et puis les effets topologiques dans les milieux continus classiques. Alors, bon, il y a un autre aspect qui joue un grand rôle dans ce sujet, c'est plutôt du côté des matériaux, la physique des matériaux, les matériaux topologiques. Et dans ces matériaux, je dirais que
pour essayer de le dire rapidement, ce que les physiciens ont compris dans les 15 dernières années, c'est que cet effet Hall quantique qui semblait très particulier, qui nécessitait des états bidimensionnels dans des matériaux de très très haute qualité, sans beaucoup de désordre et sous fort champ magnétique, ça peut se produire dans plein de matériaux. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelait récemment la chimie quantique topologique. Il me reste combien de temps, Hélène, exactement ? 3 minutes. Bon, alors je voudrais juste quand même, pour dire à quel point l'émergence de ces matériaux topologique a été une surprise. Un des papiers qui a relancé ce sujet, enfin qui a lancé ce sujet, c'est un célèbre article de Duncan Haldane, aussi un des lauréats du prix Nobel 2016, qui a écrit en 1988 un article sur un réseau hexagonal à 2 dimensions. Donc, et alors, je vous laisse découvrir ce qu'il disait. While the particular model presented here is unlikely to be directly physically realizable, it indicates that, at least in principle, the quantum Hall effect can be placed in the wider context of phenomena associated with broken time reversal invariance. Et donc, à ce titre, il ne demande pas nécessairement des champs magnétiques. Mais voyez la prudence de Haldane. Alors, qu'est-ce qui se passe 30 ans plus tard, enfin 27 ans, voilà, le groupe de Zurich parvient à réaliser expérimentalement le modèle de Haldane. Alors, vous avez, par exemple, là, je voulais trouver de jolies figures pour illustrer le modèle de Haldane. J'ai trouvé cet article récemment c'est un groupe de Chinois qui montre comment aussi le réaliser avec des cristaux photoniques. Vous voyez. Alors, la chose qui nous amène vraiment au cœur du sujet du point de vue de la physique des solides, c'est la réalisation par Kane et Meillet qu'en utilisant quelque chose de très important qui est le spin de l'électron, on peut vraiment construire des phases topologiques en l'absence de brisure de renversement par renversement du temps. Le couplage spin-orbite, qui est un effet relativiste, mais qui existe dans plein de matériaux dès que vous avez des noyaux un peu lourds, permet de réaliser, si vous prenez en quelque sorte 2 copies de ce modèle de Haldane, des états de Bohr dont le sens de propagation dépend de la direction du spin. Donc ça peut être très utilisé par exemple pour la spintronique. Vous prenez une espèce de barre de Hall, vous avez un courant polarisé en spin sans vous êtes polarisé en charge. Et alors, ça a été très vite observé dans des hétérostructures à base de mercure et tellure. Il y a eu des généralisations à 3 dimensions qui très vite ont été réalisées expérimentalement. Vous voyez, c'est un composé de bismuth sélénium. Ici, c'est une spectroscopie, c'est des images à gauche expérimentales. À droite, c'est des calculs théoriques de structure de bande. Mais vous voyez, alors, on est à 3 dimensions cette fois-ci, donc le Bohr est bidimensionnel. Donc, vous avez des états de Bohr avec une chiralité, c'est-à-dire que ici, ça représente, c'est de la spectroscopie tunnel avec détection du spin. On voit que la direction du spin de l'électron, les petites flèches, est corrélée à celle de l'impulsion. Je voudrais peut-être terminer sur quelque chose de très important qui a émergé il y a une dizaine d'années, l'idée d'une vaste classification de toutes les phases isolantes topologiques et qui comprend aussi bien des supraconducteurs que des semi-conducteurs. Alors, je crois que mon temps de parole touche à sa fin. Un dernier travail de collègues de Princeton, où il y a aussi notre collègue Nicolas Regnault de l'École normale, a répertorié une étude systématique sur plus de presque 27 000 matériaux. 27% des matériaux dans la nature seraient topologiques. Voilà, donc je termine. Peut-être un dernier retour avec la période écossaise. Le point commun, ce serait le rôle essentiel joué par les classifications. Mais le fait que nous connaissons un âge d'or est vraiment
je dirais, peut-être lié à deux choses. Des liens intenses avec la réalité expérimentale qui n'existait peut-être pas il y a 150 ans, et puis des liens aussi avec les mathématiques, parce que évidemment, on n'a pas inventé les mathématiques. Voilà, elles sont déjà là. Il suffit juste de développer des liens interdisciplinaires, et les exposés qui vont suivre montreront le caractère très interdisciplinaire de ce domaine. Voilà, merci. Merci beaucoup, Benoît, pour ce bel exposé. On peut prendre une ou deux questions maintenant, sachant qu'il y aura de toute façon une demi-heure prévue à la fin de discussion plus générale, au moment où peut-être que tous les éléments du puzzle seront mis en place. Mais s'il y a une question urgente, voilà. Oui, merci pour ce bel exposé introductif. Alors, la topologie, ça facilite bien sûr les mathématiciens et les physiciens, mais les chimistes également. Je ne parle pas de la chimie quantique, je parle de la chimie de synthèse en tant qu'objet. Alors, vous avez présenté, je crois que c'est dans votre deuxième projection, oui, des objets qui fascinent le chimiste, le nœud de Möbius, les anneaux entrelacés. Oui. Eh bien, les deux anneaux entrelacés, ça a donné le prix Nobel en 2016 à notre confrère Jean-Pierre Sauvage, qui a synthétisé cet objet. Ce n'était pas si facile que ça. C'est un bel objet supramoléculaire, celui qui est en bas à gauche. Et puis alors, si on va un peu plus loin, il ne figure pas, là. Il y a un co-lauréat de ce prix Nobel de chimie 2016, qui est Sir Stoddart, qui est allé un petit peu plus loin en posant aux Jeux Olympiques. Il en a entrelacé 5. Alors, c'est... Quand on voit cette vue, hein, le chimiste rêve de faire ces objets, donc la topologie, et puis le concept du topisme en plus a été introduit par Bislow et Raban. Enfin, la chimie aime la topologie. Oui, tout à fait. En complément, je voudrais dire que j'ai tiré tout ce que je sais d'un très bel article de Moritz Eple, qu'on trouve très facilement sur Internet. Et dans ce papier, il fait référence aux travaux de chimistes, notamment Crum Brown. Et j'ai simplifié aussi par manque de temps, mais la chimie figure en bonne place dans tous ces développements. C'est tout à fait fascinant.